Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous merveilleusement bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Je sais, je dis tout le temps la même chose dans l'intro, mais je le pense. Je suis ravie que vous me rejoigniez aujourd'hui pour un nouvel épisode. Gratitude à vous de m'écouter aujourd'hui. On va parler des maisons en astrologie. Ah ça, c'est un sujet qui m'a été tout le temps demandé. Alors on m'a souvent demandé de faire des vidéos sur les maisons, mais je ne vois pas ce que l'image pourrait ajouter de plus à l'audio. Et je sais que pour les formats longs, la majorité d'entre vous aiment les podcasts. Et là, je le sens que ça va être long parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur les maisons astrologiques et surtout, tu me connais, j'aime aller en profondeur. Alors évidemment, ce ne sera pas aussi poussé qu'une formation sur les maisons, formation que je vais bientôt créer. Donc reste bien connecté, je vais bientôt créer des modules qui seront disponibles sur mon site. Ce seront des petits modules qui dureront entre 2 et 3 heures qui te permettront de plonger dans un sujet bien spécifique en astrologie. Donc voilà, reste bien connecté et je vais en faire un sur les maisons qui sera très poussé, très avancé. Mais en tout cas, mon attention avec ce podcast, c'est vraiment d'aller en profondeur pour te permettre de pouvoir toi-même comprendre les 12 maisons astrologiques et pour pouvoir toi-même commencer à analyser les planètes dans les différentes maisons et te faire une meilleure idée. Je pense que je peux avoir une vision des maisons qui est différente. Alors, chaque astrologue ajoutera sa touche et ça, c'est très personnel dans le sens où je pense qu'on se forme tous à des endroits différents et le contenu sera donc par conséquent différent. C'est possible que tu entendes des choses sur les maisons différentes chez d'autres astrologues. Ça ne veut pas dire que c'est faux. Ça ne veut pas dire que ce que je dis est faux. Ça veut dire en fait qu'il y a simplement plein d'écoles différentes et c'est ce que j'adore en fait avec l'astrologie et c'est ce qui fait la richesse de l'astrologie. Donc prends ce qui résonne et laisse le reste. Voilà, tout simplement. Je pense que tout le monde a raison. Je pense qu'on peut tous se nourrir du contenu les uns des autres. Moi, j'écoute très souvent d'autres astrologues parler de pas mal de sujets différents parce que j'aime entendre des points de vue différents et ça me permet de nourrir et de développer mon propre point de vue. Voilà. Alors avant de commencer, je sais, j'avais dit qu'en fait ce podcast ne serait pas uniquement sur l'astrologie. Ne t'inquiète pas, j'ai d'autres épisodes qui arrivent très vite où je vais pas seulement parler d'astro. Donc j'ai pas mal d'idées en tête. J'ai d'ailleurs une expérience un peu hors du commun que j'ai vécue il y a quelques années, dont je suis enfin prête à te parler, de laquelle je suis enfin prête à te parler. Je crois que c'est français ça, voilà. Donc peut-être que je vous teaserai un petit peu sur Instagram pour savoir si vraiment vous avez envie de savoir, parce que c'est hors du commun, c'est peut-être... J'ai l'impression que dans le monde anglophone, c'est plus du tout tabou. Dans le monde francophone, c'est peut-être encore un petit peu tabou. Bon alors après, moi les tabous, ça me fait pas peur, hein. Bien que je n'ai pas de planète en maison 8, mais ça je vais t'en parler tout de suite. Mais voilà, j'ai plein d'épisodes dédiés à la spiritualité qui arrivent. Et la semaine prochaine, j'ai une interview magique avec une personne incroyable que j'ai trop hâte de te présenter. C'est une personne lumineuse, enfin, je sais déjà que tu vas l'adorer, donc voilà, reste bien connecté pour l'épisode de la semaine prochaine. Et il y a plein d'autres épisodes qui arrivent. N'hésitez pas, si vous avez des recommandations, si vous avez des demandes, à m'écrire un message sur Instagram. C'est le meilleur moyen de connecter avec moi. C'est le meilleur moyen d'interagir. J'écoute toutes vos recommandations, je lis tous vos messages. Je réponds dans la mesure du possible, hein. J'essaie vraiment de répondre à tout le monde. Donc n'oublie pas d'aller me suivre sur Instagram et de m'écrire pour me demander ce que tu as envie d'entendre sur ce podcast ou pour me faire un retour sur les podcasts en général. Ça me fait toujours hyper plaisir. Alors, on entre tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est que les maisons astrologiques ? Si tu n'as jamais entendu parler des maisons astrologiques, tu te dis « What ?» Quand tu regardes ton thème astral, ce que tu peux faire, en fait, la première chose que tu peux faire, c'est vraiment d'aller regarder, en fait, les différentes sortes de parts de camembert que forme le thème. Donc, tu verras qu'il y en a 12. Et en fait, si tu veux, alors si tu es sur AstroThème, ça se passe en fait sur la sorte de petite réglette qui est à l'extérieur du cercle. Et là, tu vas avoir des petits chiffres qui vont de 1 à 12. Si tu vas sur astro.com, c'est plutôt vers le centre du cercle que tu verras des petits chiffres. Bref,
Si tu as envie de savoir comment décrypter ton thème astral, n'hésite pas à t'inscrire à ma formation offerte. Donc c'est environ 1 heure de formation pour t'apprendre à vraiment décrypter ton thème astral, à comprendre ton ascendant, ton signe solaire et ton signe lunaire. Il y a déjà 1500 personnes qui l'ont suivi, qui l'ont adoré. C'est vraiment du contenu de valeur. J'ai mis toute mon âme dedans pour te permettre de découvrir l'astrologie. Donc si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'inscrire. C'est le premier lien dans ma bio. Et ça te permettra justement de regarder et de comprendre, parce que c'est des vidéos en fait, où je te montre vraiment où sont les maisons, etc., etc. Voilà. Mais si tu sais où sont les maisons, tu te demandes peut-être, oui mais je suis pas sûre de comprendre vraiment qu'est-ce que c'est les maisons par rapport aux signes, par rapport aux planètes, je me sens un peu perdue dans tout ça. Alors, je te comprends parce que l'astrologie c'est complexe. Les maisons en fait représentent simplement des domaines de la vie. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple et aussi compliqué que ça. Ce qui est intéressant avec les maisons, c'est que, alors il y en a 12, elles sont toutes représentées par des signes, par des planètes et par des éléments. Quand je dis représentées, c'est peut-être pas le bon mot. Je dirais plutôt, elles sont en association, en collaboration avec des signes, des planètes et du coup des éléments. Donc évidemment, il y a 12 signes, il y a 12 maisons astrologiques. Après, en toute honnêteté, je sais qu'il y a des écoles astro qui associent beaucoup les maisons aux signes. Moi, je trouve que les maisons sont quand même bien différentes des signes, même si, quand on comprend bien l'énergie du signe, on comprend aussi la maison qui lui est associée, et ça permet de faire des parallèles. Mais je pense sincèrement qu'il ne faut pas se baser uniquement sur le signe qui est associé à la maison, et que c'est plus pertinent pour moi de comprendre vraiment l'énergie de la maison en tant que telle, sans l'associer forcément au signe. Évidemment, dans cet épisode, je vais te parler... je vais t'expliquer quelle maison est associée à quel signe, à quelle planète et du coup à quel élément. Je pense que c'est intéressant aussi parce que parfois tu vas peut-être entendre d'autres astrologues dans des vidéos YouTube dire le maître de la maison 5 par exemple, qui est le soleil, est en maison 8, du coup ça veut dire ça. Et tu comprendras peut-être en fait dans ce cas-là, quand tu comprendras les maîtrises planétaires, j'arrête pas de dire le mot comprendre, mais tu vois ce que je veux dire. Quand tu comprendras les maîtrises planétaires, qui sont associés aux signes et aux maisons. Donc les maisons représentent des domaines de la vie et il faut savoir en fait que dans la vie, tout est représenté par une maison. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui se passe dans la vie, qu'elle soit réelle, imaginaire, subconsciente, invisible, est représenté dans une maison. Donc c'est-à-dire que tout ce qui est terre à terre est représenté dans une maison, tout ce qui est pas terre à terre, invisible, comment tu dis ? Métaphysique, c'était le mot que je cherchais, est aussi représenté dans des maisons. Tout ce qui est karmique est aussi représenté dans des maisons. Donc voilà, je vais t'expliquer tout ça et on va entrer tout de suite avec la maison 1. Donc avant de commencer, voilà, j'ai bien fait la distinction. Les signes représentent des énergies, des archétypes. D'accord ? Les maisons représentent des domaines de la vie. Donc si on commence avec la maison 1, elle est associée au signe du Bélier, c'est donc une maison de feu qui est donc représentée par la planète Mars. Donc quand on dit le maître de la maison 1, on parle de Mars. La maison 1, tout comme son signe, je pense que la maison 1 c'est quand même la maison qui est le mieux associée au Bélier par rapport à d'autres maisons qui je trouve correspondent beaucoup moins à leur signe. Mais en tout cas, la maison 1, c'est la maison de nous, du soi. Voilà, c'est la maison du je. Si on résume la maison 1 en un mot, c'est je, moi. Voilà. C'est notre apparence physique, c'est notre corps physique, c'est notre identité, c'est qui on est. Voilà, tout simplement. Donc tout ce qui est relatif à ton apparence, tout ce qui est relatif à toi, à qui tu es, à ton identité, à la partie consciente de ton être. C'est ce que je dis très souvent en fait avec la maison 1, c'est vraiment... tout ce qui est visible en fait chez nous, alors qu'il y a plein de choses chez nous, par exemple le subconscient, les pensées, etc., qui ne sont pas visibles, qui sont représentées dans d'autres maisons. Mais en tout cas, la maison 1 représente toi au sens de tout ce qui est visible chez toi, tout ce qui est conscient chez toi, ton identité, tes intérêts, etc. Voilà, donc ça c'est assez, comme on dit en anglais, straightforward. C'est assez facile à comprendre. Quand on a des planètes en maison 1, il faut bien évidemment regarder quelle planète est en maison 1 et ça nous donne des indications sur notre apparence, sur qui on est. Par exemple, les personnes qui ont le soleil en maison 1 sont des personnes qui apparaissent très rayonnantes, qui sont très rayonnantes. Les personnes qui ont Saturne en maison 1,
elles peuvent apparaître comme étant des personnes plus froides au premier abord, même si c'est pas le cas. Peut-être que, je sais pas, imagine t'es Cancer et t'as Saturne en maison 1, tu vas paraître froid alors que tu n'es pas du tout comme ça. Enfin bref, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais tu as compris ce que je voulais dire. C'était un mauvais exemple. On passe tout de suite à la maison 2 qui est associée au signe du Taureau et qui est donc représentée par la planète Vénus qui est une maison de terre. La maison 2 c'est la maison de tout ce que tu possèdes. Donc si on lui associe un mot, donc c'est pas vraiment un mot mais ce serait j'ai. Voilà, c'est le mot possession. Donc c'est tout ce que tu possèdes au terme de possession matérielle, donc c'est aussi la maison de l'argent. Elle peut aussi montrer comment on gagne notre argent, comment notre relation à l'argent de manière générale en fait. Comment est-ce qu'on a tendance à être un peu picsou ou est-ce qu'on a tendance à être plutôt très dépensier? Est-ce qu'on fait attention à notre argent? Est-ce qu'au contraire on ne sait pas s'occuper de notre argent? Est-ce qu'on a des blocages au niveau de l'argent? Ça peut aussi être compris à travers la maison 2, mais pas seulement. Parce que évidemment, quand on entre dans des thématiques en astrologie, par exemple ma carrière, ma vie passée, enfin mes vies passées, ma relation à l'argent, on regarde pas une seule chose, on regarde plein de choses. Donc c'est pour ça que peut-être, d'ailleurs n'hésite pas à me le dire sur Instagram, peut-être que je ferai des épisodes spécifiques qui t'expliqueront par exemple comment comprendre ma relation à l'argent à travers l'astrologie. Et c'est pareil pour la carrière, pour notre vie amoureuse, notre relation à l'amour, etc., etc. Donc je te ferai des épisodes bien spécifiques, mais en tout cas sache que la maison 2 c'est une maison qu'on peut regarder pour tout ça. Donc comme je te l'ai dit, c'est aussi la maison de tout ce qu'on possède. Évidemment la première chose qu'on possède quand on est bébé déjà, c'est notre corps. Donc elle symbolise aussi notre relation à notre corps. Comment on prend soin de notre corps. D'ailleurs, la planète qui gouverne la maison 2, c'est Vénus. Vénus qui est aussi une planète d'amour de soi, qui est une planète de réceptivité. Ok, donc voilà pour la maison 2, c'est déjà bien, mais c'est une maison qui est très matérielle. Voilà, c'est une maison très matérielle. C'est une maison... En fait, j'ai l'impression que plus tu vas avancer dans la roue du zodiaque, plus les choses vont s'élargir en fait. Dans le sens où les 6 premières maisons, de toute façon, ce sont des maisons personnelles et les 6 dernières maisons, ce sont des maisons impersonnelles. Mais tu verras qu'en fait, plus on avance, plus les choses deviennent complexes, je dirais, et plus les choses deviennent aussi moins tangibles. Voilà. Ensuite, on arrive à la maison 3, donc la maison 3 qui est une maison d'air, qui est associée au signe du Gémeaux, évidemment gouvernée par la planète Mercure. Et du coup, la maison 3, c'est la maison de la communication. Donc c'est pas seulement la maison de la communication, elle représente plein de choses, la maison 3. Elle représente les transports, elle représente la communication en termes de comment je communique, comment j'utilise ma communication. Mais du coup, par association, elle représente aussi tes pensées, ce qui se passe dans ta tête. Les pensées conscientes, pas les pensées inconscientes, ça c'est représenté dans une autre maison. Les pensées conscientes, ta manière de réfléchir, l'intellect, voilà, tout ce qui se passe dans ta tête. Donc c'est très mercurien, c'est une maison très mercurienne. Et au-delà de ça, la maison 3, pardon, elle représente aussi les trajets court distance, voilà. Elle représente aussi le voisinage, le quartier, à l'opposé en fait. Et j'ai oublié de te le dire, mais en fait les maisons fonctionnent aussi en opposition. Ça évidemment j'aurais dû le dire en introduction du podcast. Mais vu que je fais les choses très spontanément, voilà, je le dis maintenant. Les maisons astrologiques fonctionnent toujours en opposition, donc la maison 1 fonctionne en opposition à la maison 7, la maison 2 fonctionne en opposition avec la maison 8 et la maison 3 fonctionne en opposition avec la maison 9 et du coup c'est pour ça que je te disais la maison 3 représente les trajets court distance à l'inverse de la maison 9 qui représente les voyages longue distance. La maison 3 représente aussi notre fratrie, donc nos frères et sœurs. Elle représente aussi les gens desquels on est très proche. Elle représente la vie de quartier. Elle représente notre relation à nos appareils qui nous aident à communiquer. Alors, je dirais téléphone. Après, tout ce qui est smartphone, ordinateur, internet, etc. est plutôt lié à la maison 11. Mais voilà pour la maison 3. Donc, c'est une maison qui est très cérébrale. Ok ? Ensuite, on arrive à la maison 4, qui est associée au signe du Cancer, qui est une maison d'eau qui est gouvernée par la Lune. La maison 4, c'est la maison en fait, donc le cubeside de la maison 4 représente ce qu'on appelle le nadir, le fond du ciel,
Donc il y a plusieurs noms pour le fond du ciel, on l'appelle le nadir aussi. C'est le petit IC qui est un point astrologique. Et en fait, ce point-là représente le début de la maison 4. Tout comme ton ascendant représente le début de la maison 1. Voilà. Donc le fond du ciel, la maison 4, représente tout ce qui est intériorité. Donc c'est ton intérieur, c'est ta maison, c'est la maison dans laquelle tu habites, c'est ton foyer. Elle représente aussi la vie familiale, l'enfance. Elle représente aussi tout ce qui est ancestral, transgénérationnel. Et c'est une maison complexe aussi, je trouve, à analyser, parce qu'elle peut représenter aussi tout ce qui est inconscient, vu qu'elle est gouvernée par la lune. Alors, c'est pas la seule maison qui représente l'inconscient, mais en tout cas, c'est une des maisons qu'on interprète pour comprendre ce qui se passe en fait hors de notre conscience. Donc ça peut être aussi la maison, donc la première maison que tu habites, qui est ton corps. Alors c'est pas comme la maison 2, parce que la maison 2, c'est vraiment en termes de je possède mon corps. La maison 4, c'est plutôt comment est-ce que j'habite mon corps. Est-ce que je suis ancrée? Et pour être ancrée, avant d'avoir une maison, avant d'avoir un chez-soi, notre premier chez nous et le seul endroit où on vivra toute notre vie, c'est notre corps. Donc notre connexion à notre corps peut aussi être symbolisée par la maison 4. Donc c'est une maison, ça dépend les planètes qu'on a dedans, qui peut montrer si on a eu une vie familiale heureuse, si on a des blessures au niveau de notre vie familiale, si on a du mal à être ancré, si au contraire on a beaucoup de facilité avec l'ancrage. Voilà, donc c'est une maison qui n'est pas super facile à analyser, je trouve, parce qu'elle est complexe, même si c'est pas la plus complexe à mon avis. La plus complexe c'est vraiment la maison 12, mais la maison 4 c'est une maison qui est très importante et qui me tient beaucoup à cœur aussi quand je fais des lectures de thème astral. Ensuite on arrive à la maison 5. Alors, je l'ai dit avec un ton hyper joyeux parce que oui, la maison 5 elle est associée au signe du lion. Elle est gouvernée par le soleil et c'est une maison de feu. La maison 5, c'est la maison du divertissement, de la joie, de la romance, du flirt, de tout ce qui est fun dans la vie. Voilà, ça c'est associé à la maison 5. Donc c'est aussi la maison de l'amour dans le sens l'amour, la romance. C'est pas l'amour dans le sens l'amour profond qui est plutôt représenté par la maison 8 en termes d'intimité. Ou alors l'amour, mariage, relation sérieuse qui est plutôt représenté par la maison 7. Mais la maison 5, c'est vraiment la maison du flirt. J'adore la maison 5 parce que tu peux vraiment penser à l'énergie du mois d'août. Ou en tout cas, comment moi je vis l'énergie du mois d'août, c'est un mois où on est vraiment dans la légèreté, le fun, l'amusement. Moi j'adore ça, donc la maison 5 elle représente aussi la créativité parce qu'elle est associée aux enfants mais aussi à notre enfant intérieur. Alors ça c'est pas tous les astrologues te diront la même chose parce que l'enfant intérieur peut aussi être représenté par la maison 4. Moi l'enfant intérieur je l'associe vraiment à la maison 5. Après ça dépend si on parle de l'enfant intérieur blessé ou l'enfant intérieur qui a besoin de s'exprimer. Voilà. La maison 5, c'est vraiment ça en fait. C'est le fun, la légèreté, le flirt, la romance, l'amour, la légèreté, le divertissement, la joie, la créativité. Voilà. Ça, c'est la maison 5. Ensuite, on arrive à la maison 6. La maison 6 qui est une maison de terre qui est gouvernée par la Vierge. Enfin, gouvernée par la Vierge, je devrais pas dire ça. Qui est associée au signe de la Vierge, qui est donc une maison de terre, je l'ai déjà dit, qui est aussi gouvernée par Mercure. Alors la maison 6, c'est une maison qui représente quelque chose de beaucoup moins fun que la maison qui la précède. La maison 6, c'est la maison du train-train quotidien. Voilà, c'est la maison qui représente aussi le travail. Alors pas le travail au sens carrière, mais vraiment le travail dans la vie de tous les jours. Ta manière de travailler dans la vie de tous les jours, ta manière d'être assidu à ton travail, ta manière d'être efficace. Au-delà de ça, elle représente aussi les responsabilités de la vie quotidienne, payer les factures, aller à la poste, ce genre de choses. La maison 6 représente aussi la santé. D'accord? Donc la santé au niveau de comment on prend soin de sa santé. Donc c'est aussi, toutes les maisons de terre, je dirais, ont forcément un lien avec la matérialité et du coup avec le corps. Donc la maison 6 est une maison de terre, donc c'est plutôt comment je prends soin de ma santé,
Est-ce que j'ai des maladies? Alors c'est pas les maladies graves, parce que ça c'est plutôt la maison 12, mais ça peut être en lien avec des maladies. Voilà, des maladies, des problèmes digestifs, ce genre de choses. La maison 6, elle représente aussi les animaux domestiques. Voilà. Donc ça, c'était juste un petit point. Parce que comme je te l'ai dit, hein, tout est représenté par les maisons. Donc les animaux domestiques, c'est la maison 6. La maison 6, c'est quand tu dois organiser des choses. Tu dois organiser un voyage, tu dois organiser, planifier. Ça, c'est l'énergie de la maison 6. Ensuite, on arrive à la maison 7. La maison 7, on arrive dans la première maison interpersonnelle. La maison 7 est associée au signe de la balance, c'est donc une maison d'air qui est aussi gouvernée par Vénus. La maison 7, c'est la maison des partenariats sérieux. Alors, pas seulement amoureux, elle est traditionnellement associée au mariage. Mais ça, je pense que c'était surtout à une époque où tout le monde se mariait. J'ai l'impression que c'est beaucoup moins... Enfin, je sais que c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Donc du coup, elle peut aussi être associée aux relations long terme sérieuses. Alors, elle n'est pas seulement associée au partenariat amoureux, elle est aussi associée au partenariat business, donc entreprise, association. Elle est associée à tout ce qui est contrat, tout ce qui est contractuel. Donc le fait de faire un contrat, de signer un contrat, donc on pense au contrat de mariage bien évidemment, mais quand on achète une maison, on signe un contrat, quand on s'associe à quelqu'un, on signe un contrat, enfin tout ce qui est contractuel, voilà, dans ce sens-là. Donc ça c'est pour la maison 7, plus facile à analyser, mais en tout cas, quand tu parles de relations en mode sérieux, on regarde vraiment l'énergie de la maison 7, alors que quand on parle d'amour, plus en termes de dating, je vais à un premier date, je vais sur Tinder, tout ça, c'est la maison 5. Ensuite, on arrive à la maison 8. Alors, la maison 8, c'est une maison d'eau qui est associée au signe du Scorpion, qui est donc représentée par Mars et Pluton. Pourquoi Mars et Pluton ? Parce que tout simplement le signe du Scorpion est représenté par Mars et Pluton. Je garde personnellement, mais ça c'est ma vision de l'astrologie, je garde les anciens maîtres des signes, parce que Pluton a été découvert en 1930 seulement, et avant ça le maître du Scorpion c'était seulement Mars, et je trouve que Mars représente aussi bien le Scorpion, même si voilà, Pluton c'est vraiment l'énergie du Scorpion par excellence, mais je garde quand même les anciennes maîtrises planétaires. Bref, la maison 8, c'est la maison de tout ce qui est tabou, secret, de tout ce qui est mystique. Donc, la sorcellerie est associée à la maison 8. Donc, quand je dis sorcellerie, ça veut dire le fait de faire du tarot, d'avoir des oracles, de faire brûler de la sauge, de vraiment se reconnecter à notre partie sorcière à l'intérieur de nous. Ça, c'est très associé à la maison 8. Tout ce qui est mystique, tout ce qui est tabou, tout ce qui est un petit peu... on n'aime pas trop en parler. Elle est aussi associée à la sexualité. Donc une sexualité intime, profonde. La maison 5 peut aussi être associée à la sexualité, mais la maison 8, c'est vraiment la sexualité profonde. Tu vois, le tantra, ça c'est la maison 8. Si tu étudies le tantra, si tu fais des exercices de tantra avec ton partenaire, ça c'est la maison 8. La maison 8, c'est aussi la maison de tous les secrets qu'on n'aime pas trop, de toutes nos parts sombres, tu vois. C'est les secrets, je dirais, dont on a conscience, mais qu'on choisit de cacher. Alors que la maison 12, c'est plutôt les secrets dont on n'a pas conscience. Voilà, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, la maison 8, c'est une maison qui est très mystique. Moi, j'aime beaucoup l'énergie de la maison 8. Quand on a des planètes en maison 8, donc il faut évidemment regarder quelle planète on a en maison 8, mais par exemple, si tu as les luminaires en maison 8, le soleil ou la lune, très généralement, ce sont des personnes qui sont très connectées à leur partie spirituelle, mystique. Le mystique fait totalement partie de leur vie et elles n'ont aucun problème avec ça. Et elles aiment parler de tout ça, elles aiment échanger là-dessus. Donc c'est une maison qui est très intuitive aussi, qui nous aide à nous connecter vraiment à notre intuition, à notre troisième œil. Ensuite, on arrive à la maison 9 qui est une maison de feu qui est associée au signe du Sagittaire, qui est associée et gouvernée par la planète Jupiter. La maison 9, c'est la maison des voyages longue distance, c'est la maison de l'enseignement, de l'université, de la philosophie. C'est la maison des grandes études, donc toi qui es adulte, tu vois par exemple à l'inverse de ça, la maison 3, elle représente aussi l'école, mais l'apprentissage plus de l'apprentissage de base.
alors que la maison 9, c'est vraiment les grandes écoles, l'université, tout ce qui est associé au signe du Sagittaire. Aussi, je trouve que tout comme la maison 1, la maison 9, elle est bien représentée par le Sagittaire. Je ressens très bien l'énergie du Sagittaire et de la maison 9 et je sens que c'est vraiment une maison qui est bien représentée selon moi par son signe. Et du coup, c'est vraiment une maison très philosophique. Donc, d'avoir des planètes dans la maison 9, qu'est-ce que ça signifie? Peut-être, ça dépend des planètes bien évidemment, mais d'avoir la lune en maison 9, ça peut signifier que tu as grandi à l'étranger, que ta maman vient d'un autre pays. Elle représente les voyages longue distance, comme je te l'ai dit, donc un intérêt pour le voyage. Si on a le soleil en maison 9, on a besoin de voyager pour nous sentir connectés à notre essence. Voilà, ça dépend. Vénus en maison 9, on peut rencontrer l'amour à l'étranger. Enfin, ça peut avoir plein de significations différentes. C'est beaucoup plus compliqué que juste ça, évidemment. Tu le sais. Mais voilà, la maison 9, c'est aussi la maison de l'édition. Donc, pour les écrivains qui se font éditer, ça, c'est aussi représenté par la maison 9. Je crois que j'ai fait le tour de la maison 9. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas dit? Philosophie, non, j'ai tout dit pour la maison 9. Donc voilà, c'était déjà bien. Ensuite, la maison 10. Donc là, avec la maison 10, on arrive aussi au cupside de ce qu'on appelle le milieu du ciel. Donc le milieu du ciel commence la maison 10. J'ai oublié de te dire d'ailleurs que le descendant commence la maison 7. Voilà. Et du coup, la maison 10 est associée au signe du Capricorne. C'est une maison de terre qui est représentée par Saturne. Tan tan tan. Moi, j'adore Saturne. Je sais que Saturne a mauvaise réputation, mais Saturne... Moi, j'aime toutes les planètes. Mais Saturne m'a beaucoup aidée dans ma vie, donc... Bref. Saturne... non, la maison 10, pardon. Je m'emballe quand je parle de Saturne. C'est une planète mal aimée, je trouve. Je vais te faire un épisode sur Saturne. Je sais que j'ai déjà fait un épisode sur le retour de Saturne. N'hésite pas à aller l'écouter si ce n'est pas déjà fait. Mais je trouve que Saturne, elle est mal aimée. Et pourtant, alors je sais qu'elle peut nous amener des restrictions. Elle peut nous amener pas mal de choses qui sont pas très cool. Mais toujours dans le but de nous faire évoluer, de nous faire grandir. Donc voilà. Enfin bref, je te ferai un autre épisode sur Saturne. De toute façon, je te ferai des épisodes sur toutes les planètes. Donc voilà, peut-être pas dans l'ordre, mais je verrai. N'hésite pas à me dire sur Instagram quelle planète tu aimerais que je fasse d'abord en podcast. Bref, la maison 10, c'est la maison de la carrière. Voilà. C'est la maison de la carrière, donc par rapport à la maison 6, je te disais, la maison 6, c'est vraiment le travail de la vie quotidienne, ta manière de travailler, d'être efficace, d'être organisé dans ton travail. La maison 10, c'est vraiment ta carrière au sens beaucoup plus large. C'est la carrière, où est-ce que tu vas, quelle est ta vision dans ta vie, est-ce que tu as une carrière qui est plutôt entrepreneuriale, est-ce que tu as une carrière qui est plutôt... Voilà, c'est la carrière et c'est aussi la réputation. Donc notre figure publique. Évidemment, le milieu du ciel, c'est le point le plus haut dans le thème astral. Donc le signe qui est représenté par ton milieu du ciel, c'est le signe qui était le plus haut. Et du coup, le milieu du ciel, c'est vraiment, et la maison 10, c'est vraiment notre réputation en termes de les personnes qui ne nous connaissent pas, comment est-ce qu'elles nous voient. Les personnes qui nous connaissent, la manière dont elles nous voient, c'est plutôt notre ascendant, la maison 1, alors que, par exemple, si tu rencontres quelqu'un sur Instagram mais que tu n'as jamais vu cette personne, tu vas sûrement voir en fait son milieu du ciel, c'est la maison 10. Donc, suivant les planètes que tu as en maison 10, il est possible que soit tu sois très carriériste, ou alors que ta réputation soit très 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 importante pour toi. Et crois-moi, je connais des personnes qui ont le soleil en maison 10 et même qui ont le soleil conjoint au milieu du ciel. Et alors, pour ces personnes-là, telles que je les connais, la réputation, c'est oh my god, tu vois, c'est genre toute leur vie. C'est attention à ma réputation, ma réputation, ma réputation. Donc voilà pour la maison 10. Ensuite, on arrive à la maison 11. La maison 11 qui est une maison d'air qui est associée au signe du Verseau et du coup à la planète Uranus et à Saturne. Saturne qui est l'ancien maître du Verseau. La maison 11, c'est la maison de la technologie. C'est la maison de l'interconnexion, c'est la maison qui représente les réseaux sociaux, Internet. Donc quand on a des liens avec la maison 11, ça peut indiquer qu'on travaille en ligne, par exemple. Ça indique aussi notre manière de communiquer sur les réseaux sociaux. Par association à la maison 3, qui est plutôt notre manière de communiquer de vive voix, ou de communiquer à l'écrit, enfin de communiquer de manière plus traditionnelle. Je dirais que la maison 11, c'est communiquer de manière moins traditionnelle.
La maison 11, elle représente aussi tout ce qui est humanitaire. Donc quand on fait des missions humanitaires, voilà, c'est le signe du Verseau aussi. La maison 11, elle représente aussi la communauté, notre famille d'âme. Donc les personnes avec qui on est connecté. Les personnes avec qui on a des atomes crochus. C'est la maison des amis, on l'appelle aussi la maison des amis. Donc c'est la maison des amis au sens plus large. Vraiment, mais notre famille d'âme. Donc la maison 11, elle représente beaucoup aussi tout ce qui est avancement, progrès. Donc quand on a beaucoup de planètes en maison 11, on a une volonté d'aller vers l'avant, d'aller dans le progrès. C'est une maison du futur. C'est la maison du futurisme, c'est la maison de l'avant-gardisme, c'est aussi la maison de l'originalité, la maison de se démarquer. C'est une maison qui est hors de toutes les conventions de la société. Je crois que c'est déjà bien pour la maison 11. Et on arrive enfin à la maison 12, qui est selon moi la maison la plus complexe de toutes, qui n'est pas facile à analyser. Et je sais que c'est aussi une maison qui est mal aimée. La maison 6 aussi, c'est une maison mal aimée en astrologie traditionnelle. Et la maison 12 aussi, on disait que c'était des maisons qui portaient malheur. Alors après, on disait aussi en astrologie plus traditionnelle que Mars et Saturne étaient des maléfiques. Moi, je suis pas trop de cette école-là. Je me suis pas plongée vraiment pour essayer de comprendre en quoi c'était des maléfiques. Mais bref. La maison 12, c'est la maison qui est associée au poisson, signe du poisson. Et donc, c'est une maison d'eau qui est gouvernée par la planète Neptune et aussi par Jupiter, qui est l'ancien maître du poisson. La maison 12, c'est la maison qui regroupe en fait l'énergie de toutes les maisons qui la précèdent, tout comme le poisson. Donc, c'est à la fois la maison du tout et du rien. La maison 12, c'est la maison de tout ce qui est invisible. Donc, quand on a des communications, enfin des connexions avec l'invisible, avec l'au-delà, avec d'autres dimensions, avec les aliens, avec nos guides spirituels, c'est représenté par la maison 12. Donc, au-delà de tout ce qui est mystique, qui est aussi représenté par la maison 8, qui est aussi une maison d'eau, et la maison 4, qui est aussi une maison d'eau, là, c'est vraiment plus quand on va encore plus loin, encore plus profondément dans notre spiritualité. C'est vraiment la maison de la connexion à l'univers, à Dieu, enfin peu importe comment tu veux l'appeler. Donc c'est une maison qui est très 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 difficile à comprendre aussi. Pourquoi ? Parce que, comme je te l'ai dit, elle représente l'énergie de tout ce qui la précède, mais elle représente aussi les endroits fermés. Donc les monastères, les hôpitaux psychiatriques, le confinement. C'est très maison 12, tu vois, le fait d'être confiné chez soi, ça c'est représenté par la maison 12. Je trouvais ça intéressant de le dire, surtout maintenant. Alors je sais pas quand est-ce que tu écoutes ce podcast. Si tu écoutes ce podcast 4 ans après, peut-être que ce sera plus d'actualité, mais bref. La maison 12, elle représente aussi les maladies graves, comme je te l'ai dit. Donc c'est pour ça qu'en fait, pourquoi je te dis c'est difficile d'analyser les planètes en maison 12 quand on n'est pas astrologue, parce qu'en fait tout simplement ça peut représenter autant la notion d'enfermement. Donc ça peut être l'enfermement dans une relation, ça peut être l'enfermement dans un travail, ça peut être l'enfermement chez soi, le fait qu'on n'aime pas trop sortir, ça peut être l'enfermement dans, par exemple, les personnes qui aiment se mettre dans des cases. Moi, je suis comme ça et je changerai pas. Mais ça peut aussi représenter les rêves. Alors, c'est aussi une maison qui représente le subconscient. Donc, elle représente le subconscient pas au même titre que la maison 4, mais c'est vraiment la maison de tout ce qui est inconscient. Comme la maison 1 qui représente plutôt ce qui est conscient, la maison 12 c'est vraiment ce qui est inconscient. C'est la maison des rêves, c'est la maison des illusions, quand on se fait des illusions dans la vie. Donc tu vois que c'est vraiment une maison qui est intangible. Vraiment, tout ce qu'il y a d'intangible dans la vie est représenté aussi par la maison 12. Donc notre connexion à notre spiritualité. Mais ça peut, tu vois, autant elle peut indiquer, voilà, dans des cas très spécifiques, attention, si tu as des planètes en maison 12, ne panique pas. Ça veut pas dire que tu vas tomber malade, ça veut pas dire que tu vas être enfermé à l'hôpital ou en prison, pas du tout. Ça peut juste indiquer que tu as une connexion très forte à ta spiritualité, ça peut indiquer que tu as des dons, peut-être, pour connecter avec l'au-delà, pour connecter avec des guides, des dons de médiumnité, d'accord ? Donc ça, c'est aussi représenté par la maison 12. Elle est très complexe, mais j'entrerai vraiment plus en détail quand je ferai le module, parce que je pense que c'est déjà bien tout ce que je t'ai dit, et je pense que tu as déjà pas mal d'outils pour commencer à analyser tes propres maisons. Donc voilà, c'est tout pour les maisons.
Alors, déjà, je voudrais répondre à une question, j'aurais peut-être dû le dire au début aussi. Une question qu'on me pose très souvent, on me dit moi j'ai la maison 8 entre le Sagittaire et je sais pas quoi, je comprends pas comment j'analyse ma maison 8, elle est en Sagittaire mais elle est majoritairement dans le Capricorne, etc. Mon conseil pour toi vraiment, c'est si tu n'as pas de planète dans une maison, passe pas 15 ans à analyser cette maison. Vraiment, à part si tu as envie de comprendre un sujet bien spécifique dans ta vie, par exemple ta relation à l'argent, comme je te disais, exemple, tu vas regarder la maison 2, tu vas regarder la maison 8, tu vas regarder plein de choses. Si toutes ces maisons sont vides, évidemment, là, on va analyser quel signe dans ton thème astral gouverne cette maison. Mais en revanche, quand on fait juste l'analyse d'un thème astral, personnellement, en séance, je ne parle quasiment jamais en fait des maisons qui sont vides. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà tellement à dire sur les maisons qui contiennent des planètes que je trouve que c'est moins pertinent d'aller analyser les maisons vides. Voilà. Surtout quand on débute en astrologie. Donc, si tu débutes en astrologie, que tu commences l'analyse de ton thème astral, que tu adores ça, que tu as envie d'aller plus loin, concentre plutôt ton énergie, ça c'est vraiment un conseil d'astrologue. Concentre ton énergie sur les maisons qui contiennent des planètes d'abord. Parce qu'il y a déjà beaucoup de choses à voir. Et je dirais même, avant d'aller analyser les maisons vides, va analyser les aspects des planètes. Et là, t'as déjà beaucoup à faire et je te jure que c'est compliqué. Donc ça, c'est vraiment plus important que d'aller analyser les maisons vides, à part, comme je te l'ai dit, si tu veux comprendre un sujet bien spécifique. Mais ça, je t'en reparlerai dans d'autres épisodes du podcast. Donc, les premières maisons à analyser, selon moi, ce sont les maisons qui contiennent les luminaires. Donc, regarde où est ton soleil, regarde dans quelle maison est ton soleil, et là, tu as déjà beaucoup à faire. Ensuite, regarde dans quelle maison est la Lune, puis ensuite, tu peux regarder dans quelle maison est Mercure, Vénus, Mars. Et puis ensuite, comme je l'ai dit dans mon épisode sur Pluton, regarde où est Pluton et va écouter l'épisode du podcast parce que ça va te donner de grandes indications sur ce qui est transformateur dans ta vie et peut-être tes zones d'ombre, etc. Mais ça, j'en parle très en détail dans l'épisode sur Pluton. Donc ça, c'est mes conseils pour l'analyse des maisons. Ensuite, ma manière de pratiquer l'astrologie, en tout cas, et la manière dont j'ai été formée aussi, c'est que toutes les maisons ne sont pas équitables. Dans le sens où il y a des maisons qui sont un petit peu plus importantes que les autres, et ce sont les maisons angulaires. Qu'est-ce que c'est les maisons angulaires ? Ce sont les maisons que les angles commencent, à savoir la maison commencée par l'ascendant, je vais m'en sortir avec le français, ça va aller, et pourtant je suis de langue maternelle française. Bref, la maison que commence l'ascendant, à savoir la maison 1, la maison que débute le fond du ciel, la maison 4, la maison que débute le descendant, la maison 7, et du coup la maison que débute le milieu du ciel, la maison 10. Ça, c'est ce qu'on appelle les maisons angulaires. Donc si tu as des planètes dans les maisons angulaires, ce sont des endroits vraiment à aller analyser. Et je vais pas te parler des angles aujourd'hui, mais tu sais quoi, je te ferai un autre épisode du podcast pour te parler des angles, donc de l'ascendant, du descendant, du fond du ciel et du milieu du ciel. Parce que si tu as des planètes sur les angles, c'est aussi super important d'aller les analyser. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui ne concerne pas tout le monde, donc c'est pour ça que j'hésite peut-être à vraiment y dédier un épisode du podcast. Peut-être que je ferai juste un post, on verra. En tout cas, tu seras la première à le savoir. Voilà, j'espère sincèrement que cet épisode t'aura plu. Si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'inscrire à la formation offerte pour découvrir tes placements en fonction de la Grande Trinité. Donc, c'est le premier lien dans les notes du podcast. Et si tu as aimé l'épisode, n'hésite pas à le partager sur Instagram en story. C'est le meilleur moyen vraiment de soutenir le podcast, de le faire voir à plus de monde, de le faire découvrir à plus de monde et de m'envoyer un petit message pour me dire s'il t'a plu et quel sujet tu aimerais avoir pour les épisodes à venir. En attendant, je te laisse, je te souhaite de passer une merveilleuse journée. Comme d'habitude, prends soin de toi. Bye. Merci à toi pour ton écoute, j'espère sincèrement que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser une review sur iTunes afin d'aider d'autres personnes à découvrir et tomber amoureuses de ce podcast. N'oublie pas d'aller me suivre sur Instagram pour plus de contenu de ma part. Sur ce, je te laisse, prends soin de toi et surtout continue de briller.